Waouh! Salut les confinés. Alors, ce soir, je viens vous parler d'un film un tout petit peu particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, le film m'a un petit peu traumatisé, m'a un petit peu malmené. Voilà, c'est pas souvent qu'on voit des films comme ça qui mettent une petite pression psychologique. Limite, j'avais envie d'arrêter le film, tellement voilà, ça m'a touché, ça m'a angoissé, et ça m'a remué dans mon fort intérieur. Je viens parler du film Swallow de Carlo Mirabella Davis, dont c'est le premier film. Il avait fait que des courts-métrages avant. C'est un film qui a fait le buzz, on va dire. On en a parlé dans beaucoup de festivals. En France, il est sorti dans très très peu de salles. Voilà, mais voilà, c'est venu jusqu'à mes oreilles. On m'a dit, tu vas voir ce film à des petits Roland de Cronenberg. Des petits Roland de Cronenberg, il n'en fallait pas moins, pour attiser ma curiosité. Et donc, je n'ai pas été déçu. Effectivement, le film lorgne un peu comme ça du côté de Cronenberg, mais ce n'est pas ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Non, moi, ce qui m'a sauté aux yeux instantanément, et ce, dès le premier plan du film, c'est une femme de dos, blonde, dont on voit la nuque. Je vous le donne en mille, mes petits enfants. Eh oui, ça m'a fait penser à Hitchcock. Ça m'a fait penser instantanément à Pas de printemps pour Marnie. Voilà, cette femme qui pète les plombs et qui devient complètement folle. Voilà, là, on est en plein dedans, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment une figure hitchcockienne, pour moi, alors 100%. Et d'ailleurs, j'ai une preuve concrète de ça, puisque dans Pas de printemps pour Marnie, on peut voir cette image-là, par exemple. Et dans le film, on peut voir cette image-là. Voilà, le sac en forme un peu d'attribut féminin. Alors pour un premier film, c'est quand même pas mal d'inspirer à la fois Hitchcock et à la fois Cronenberg, mais ce n'est pas tout, puisque j'ai aussi pensé à David Fincher. Et ouais, carrément, vous voyez. Et j'irai même encore plus loin, puisque parfois la totale symétrie des plans, comme ça, qui revient en permanence dans le film. Chaque cadre, on dirait une photographie, on dirait que c'est pris par un photographe professionnel extrêmement talentueux, c'est brillant. Vraiment, visuellement, une bonne petite claque. Et donc voilà, je viens de citer directement Kubrick, Hitchcock, David Fincher et David Cronenberg. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce film et de quoi ça parle? Alors déjà, pour un premier film, c'est complètement hallucinant de maîtrise, à tous les niveaux, c'est-à-dire les acteurs, tous, sont au taquet. Alors la musique est magnifique, très Hitchcockienne également, elle fait penser au score de Basic Instinct, des petits moments comme ça qui m'ont rappelé la musique de Basic Instinct, qui est exceptionnelle. Alors les couleurs du film aussi, on est plongé en plein dans les années 50, on a l'impression, Mad Men un peu, vous savez, chaque scène va avoir une couleur particulière. À un moment donné, ça va être du rouge, après ça va être du bleu, des trucs hyper tranchés où tout est en harmonie complète. Et d'ailleurs, on sent que ce film, il faut le revoir plusieurs fois pour comprendre, pour interpréter tout ce que le réalisateur a caché comme détail, comme symbole, parce que c'est un film extrêmement psychologique. D'ailleurs, l'héroïne principale va voir un psy pendant le film, donc c'est clairement assumé. J'ai trouvé ça très fort émotionnellement, psychologiquement. Ça m'a fait penser à la série In Treatment de HBO. Je sais pas si vous avez regardé cette série, mais c'est extrêmement émouvant. Alors moi, je chiale, mais c'est plus possible de m'arrêter. Cette série, c'est, je crois, la série qui m'a fait le plus pleurer, adaptée d'une série israélienne. Je vous recommande vraiment cette série, c'est incroyable. Enfin bref, un film formellement exceptionnel et j'ai trouvé extrêmement émouvant. Alors un film féministe 100% pur jus. Encore une fois, j'arrête pas de me farcir des films féministes, mais je tombe sur des bons films, alors je suis content. Et donc on va suivre l'histoire de Hunter, une femme magnifique, blonde et hitchcockienne, donc sublime, qui est un peu, on va dire, cadenassée comme ça dans un monde patriarcal,
voilà, où elle joue vraiment son rôle de femme à l'ancienne. Son mari est très riche, voilà, sa belle famille est encore plus riche. Voilà, ils ont des millions et des millions. D'ailleurs, ils vivent dans une maison sublime. Voilà, on a l'impression que c'est irréel tellement c'est beau. Elle se retrouve donc femme au foyer, hein, mais en tout cas, de prime abord, on a l'impression que c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle désire. Mais très vite, on se rend compte que ces désirs, finalement, sont des mensonges. Hein, elle se ment un peu à elle-même. Et donc, bien qu'elle ait tout pour être heureuse en apparence, eh bien, on se rend compte qu'elle est très malheureuse, très perturbée, et on ne sait absolument pas pourquoi. Et c'est là que le film devient extrêmement angoissant, extrêmement pénible à regarder, puisque, eh bien, cette femme, voilà, souffre de la maladie de Pica. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de Pica? Ben, c'est ingérer, voilà, des choses qui ne sont absolument pas comestibles. Alors, ça peut être de la terre, ça peut être du savon, ça va encore, mais ça peut être aussi des bouts de métal. Voilà, ça peut être, je sais pas, une punaise, des agrafes, des trombones, enfin voilà, des billes. Et alors en plus de façon irrépressible, hein, c'est-à-dire que les gens qui souffrent de cette maladie ne peuvent pas s'en empêcher. Hein, ça me fait penser aussi, voilà, aux gens qui se mangent les cheveux. On est, enfin vraiment dans une maladie psychologique très très bizarre, particulière et malaisante, j'ai envie de dire. Et du coup, le spectateur ressent, voilà, des sensations très uniques, étranges et originales, hein, j'ai envie de dire. Et on est en pleine empathie avec cette comédienne formidable, Haley Bennett, voilà, qu'on a déjà vu notamment dans le remake tout pourrave des 7 mercenaires, ou encore dans Hardcore Henry. Elle est également productrice du film et donc elle est extrêmement impliquée dans le projet, hein, ça se voit instantanément, elle porte tout le film sur ses épaules, elle est juste, précise, charismatique, à la fois angoissante, à la fois on a envie de l'aimer, de la détester, on a envie de lui crier mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et en même temps, au bout d'un moment on la comprend, hein. Voilà, c'est un film qui a des secrets, hein, tout comme son personnage, et voilà, hein, on va découvrir au fur et à mesure le pourquoi du comment. Et c'est assez dur à avaler, sans faire de mauvais jeu de mots. Alors en plus son personnage s'appelle Hunter, donc chasseur, hein, en anglais, ce qui est évidemment très ironique, hein, puisque Hunter, voilà, on s'attend à un personnage, voilà, limite masculin, qui va prendre un sniper et qui va dégommer tout le monde, et en fait on se retrouve devant une femme très soumise, voilà, qui essaye de cacher ses désirs, qui essaye de ne pas écouter ses envies, qui essaye de se soumettre, hein, encore une fois, à une société patriarcale qui l'étouffe, à son mari, etc. Enfin voilà, elle étouffe ses émotions, et elle est présentée vraiment comme une poupée de cire. D'ailleurs, sa belle famille ne la considère pas vraiment, son mari semble l'aimer mais passe complètement à côté d'elle. Voilà, très peu de personnes dans son entourage se soucient en fait de sa personne, et on se rend compte que cette maladie, voilà, c'est comme une libération à chaque fois qu'elle mange quelque chose, voilà, elle exulte quelque part, hein, ça lui fait du bien. Elle se fait du mal en se faisant du bien, hein, c'est très particulier, ça fait beaucoup penser à Cronenberg, hein, ce rapport charnel comme ça. Ah là là, je vous assure, c'est très difficile à regarder, très franchement, voilà, le dernier film qui m'avait fait ça, où j'avais autant de mal où j'ai failli arrêter le film également, c'était Nymphomaniac partie 2 en Director's Cut, voilà, où il y a notamment une scène d'auto-avortement avec un cintre. Je vous laisse imaginer la scène, mais vraiment, on est un peu dans ce genre de film, un peu à la Lars von Trier également, hein, décidément, je cite que les grands metteurs en scène, et c'est pourtant vrai, hein, ce sont des films difficiles à regarder, et surtout, hein, les petits amis, je vous préviens, voilà, là c'est pas pour tout le monde le film, hein. Je veux dire, il y en a qui vont détester instantanément, il y en a qui vont regarder, ils vont dire mais c'est quoi cette merde? Moi, je le prédis d'avance, et en revanche, voilà, si on fait un tout petit effort et qu'on se laisse porter, je pense aussi qu'il y en a qui peuvent crier au chef-d'œuvre, hein, parce que vraiment, pour un premier film, c'est vraiment une grosse claquouse. Et ce qui est tragique, dramatique et en même temps fascinant, hein, c'est qu'on se rend compte que le personnage, se construit par rapport à son passé, hein, par rapport à un secret qu'elle a, lourd secret, et qui en fait, voilà, l'handicap, comme si elle portait une charge comme ça sur ses épaules qui l'écrase constamment, et donc voilà, son masque social prend toute la place, et au bout d'un moment, on a vraiment de la peine pour elle,
Et tout l'intérêt est de savoir si elle va s'en sortir. Alors en plus, elle tombe enceinte, ce qui n'arrange rien à la situation, et ce qui pourrait paraître anecdotique dans l'histoire va se révéler extrêmement important, puisque on va dire que le thème, le cœur du film, je pense qu'il se situe ici. C'est un peu un film sur le droit à l'avortement. Moi, je l'ai carrément pris comme ça, mais fait de très très belle manière. Mais en tout cas, pour moi, c'est parfaitement limpide. Comme un peu Vivarium pouvait être un film sur la peur de la parentalité, eh bien là, on est vraiment dans un film sur s'il vous plaît, laissez-nous avorter. Il y a quelque chose comme ça, d'assez frontal, mais d'extrêmement puissant, parce que c'est pas du tout asséné à coups de marteau, encore une fois. Alors il y a plein de symboles hitchcockiens partout, notamment les toilettes, qui m'ont fait penser aux toilettes de Psychose. C'est pas très souvent qu'on voit les toilettes dans un film, donc là ça a une importance particulière, mais je ne vous en dis pas plus. Il y a des scènes extrêmement douloureuses, limite horrifiques. À un moment donné, elle avale une punaise, vous savez, ces grosses punaises en plastique, là, toutes pointues. Oh nom de Dieu, c'est insupportable. Les rares effets spéciaux sont dégueulasses. Il y a même, à un moment donné, une caméra qui plonge à l'intérieur de l'œsophage et on voit vraiment, c'est vraiment de vraies images. Et donc voilà, ça mélange à la fois des images sublimes, comme je vous disais, picturales, on dirait des tableaux avec des couleurs, en 2-3 couleurs maximum, et puis à la fois, des images très crues, très réelles, très palpables. Waouh! Franchement, j'étais pas prêt pour ce film. On est même parfois comme dans un rêve, d'ailleurs, le film s'apparente un peu à un rêve, c'est une sorte de métaphore, évidemment, des problématiques féminines actuelles. Et donc, il y a même des scènes qui sont très drôles, en mode critique de la société américaine. Il y a un personnage notamment complètement absurde qui arrive de Syrie, qui dit, écoute, nous, quand on se fait tirer dessus, on n'a pas le temps de penser à nos petits problèmes. Ça devient même limite comique parfois, et ce qui pourrait, je pense, pour certains spectateurs passer pour du surlignage en gras, eh bien moi je ne l'ai pas du tout pris comme ça, pour moi c'était complètement fait exprès, et au contraire c'est presque, on va dire, de l'humour à la David Lynch. Ouh là là, David Lynch, les enfants, mais c'est pas possible, encore un nom de réalisateur exceptionnel que je viens tout de suite de rajouter à la liste déjà très longue des réalisateurs de prestige que j'associe à cette critique. Ça donne envie quand même, je pense. Alors je pense qu'une des clés du récit se trouve également dans une des répliques, la réplique de la belle-mère de l'héroïne qui à un moment lui dit « Écoute, moi on m'a donné le meilleur conseil de toute ma vie, c'est « fake it until you do it ». Et qu'est-ce que ça veut dire? En gros, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et de quoi parle-t-elle? Eh bien, d'être heureuse. Donc fais semblant d'être heureuse jusqu'à ce que tu y arrives. En gros, c'est ça. Et effectivement, pendant toute la première partie du métrage, qui est un huis clos complet, puisque ça se passe dans la maison, dans la maison de Bourges dont je vous parlais tout à l'heure, sublime baraque, cinématographiquement exceptionnel de filmer dans un endroit pareil. Et puis après on pète un peu le huis clos et on découvre le secret de notre héroïne, on comprend pourquoi elle vit comme ça prisonnière de son passé. C'est très émotionnel. Et je ne vous en dirai pas plus car je ne veux pas vous gâcher le plaisir. Bref, les petits enfants, j'ai trouvé ce film absolument incroyable, mais très sincèrement, là, tout de suite, c'est beaucoup trop tôt pour savoir ce que j'en ai réellement pensé. Il y a beaucoup trop d'images qui se bousculent dans ma tête, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pris vraiment une grosse claquade dans la tronche. Et donc, je vous encourage à voir ce film, mais attention, les petits amis, uniquement, si vous avez, les reins solides, parce que là, sinon vous allez vous prendre un TGV en pleine tête. Alors certains pourront reprocher un peu la lenteur du film. Alors moi j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que le rythme était parfait. D'ailleurs le monteur fait un travail remarquable. Et puis comme je vous le disais, certains autres pourront peut-être reprocher des dialogues un tout petit peu trop théâtraux. Mais pour moi c'est parfaitement fait exprès. Ceci dit, je pense que le film aurait pu être encore meilleur si le réalisateur avait eu le courage d'enlever encore un tout petit peu de dialogue, d'épurer encore. Je pense que le film aurait été encore meilleur s'il avait été encore plus silencieux. Moi, il faut savoir que j'adore les films où il n'y a pas de parole.
comme voilà Jean-Pierre Melville qui passe 20 minutes au début de ses films à présenter les personnages dans le silence. J'adore ça, je trouve ça admirable. C'est ça la narration visuelle, c'est ça. De Palma il dit, quand vous écrivez un scénario, eh bien il faut l'écrire sans aucune ligne de dialogue. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien votre film est prêt. Et voilà, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Et ne rajoutez que le dialogue comme la cerise sur le gâteau. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est un film, comme je vous l'ai dit, très très particulier. Vraiment, j'insiste, ça ne plaira pas du tout à tout le monde. Certains vont crier au génie, d'autres au nanar, d'autres vont dire mais c'est dégueulasse, je ne peux pas regarder ce truc. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est très déstabilisant. Et voilà, vous êtes prévenus, vous savez ce qu'il vous reste à faire, passez votre chemin ou tentez l'aventure. C'était Merej, merci beaucoup de me soutenir et de continuer à regarder mes critiques, et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les confinés.